devant tout ça, finalement, je me suis à nouveau posé la question de savoir ce que pouvait faire un ingénieur et quel devrait être le cadre dans lequel il évolue. J'ai rien fait d'autre que de regarder les références et orientations de la CTI, année 2009, autrement dit le dernier projet écrit par la CTI. La CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur, celle qui valide le titre d'ingénieur pour toutes les écoles. Alors, j'ai mis en rouge un petit peu les mots qui sont employés par la CTI. Alors, les ingénieurs sont des cadres scientifiques ayant des compétences pour encadrer, diriger, mener un travail d'ingénierie. Ils réalisent des objets, des systèmes ou des services, répondant à un besoin. Le métier d'ingénieur, c'est poser et résoudre de manière complexe des problèmes complexes de création, de conception, de réalisation, de mise en œuvre au sein d'une organisation compétitive. D'autres points, ensemble de savoirs techniques, donc un ingénieur doit posséder un ensemble de savoirs techniques et disposer d'une solide culture scientifique. Dans un contexte international, il doit souvent intervenir et il subit une sanction économique et sociale. Finalement, on peut dire en résumé que les compétences pour devenir ingénieur, pour régler les problèmes qui sont présentés là, vont être nombreuses et complexes. La formation des ingénieurs est une formation sur 5 ans et je pense que les CPGE participent à la formation des futurs ingénieurs. J'ai noté ici quelques compétences en repartant un petit peu de ce que j'avais lu dans la CTI et puis des avis des 2 dirigeants d'écoles d'ingénieurs qu'on a vu tout à l'heure. Quelques compétences: vérifier les performances attendues d'un système complexe pour répondre à un cahier des charges, construire et valider à partir d'essais des modélisations de systèmes pour prévoir des performances du système en vue d'imaginer des solutions d'évolution, et puis maîtriser la conception et la mise en œuvre de systèmes pluritechniques. Mais en fait, finalement, quand je regroupe tout ça à l'intérieur de cet encadré rouge, ça représente le BO hors série numéro 6, 28 août 2003 et 2004, de l'enseignement des sciences industrielles pour l'ingénieur, que nous devons tous, chers collègues, envisager de développer. Je les redonne. La première, analyse critique de solutions existantes, c'est-à-dire que l'enseignement des sciences industrielles permet l'analyse critique de solutions existantes, la conception et la mise en œuvre de systèmes pluritechniques. On analyse, on modélise, on valide des performances de systèmes complexes industriels. Il faut imaginer, concevoir et dimensionner des solutions avec une approche multicritère et communiquer les résultats. J'en arrive un peu à la conclusion suivante, c'est que les 2 années d'enseignement des sciences industrielles pour l'ingénieur, pour moi, sont donc les 2 premières années d'un cycle de formation d'une durée de 5 ans. Et donc, à partir de là, on peut envisager peut-être de schématiser un peu différemment ce qui vient d'être dit. Voyons. On a ici un client qui souhaite un système, qui souhaite plutôt un service, et donc l'ingénieur va délivrer un système par une analyse fonctionnelle. Donc il y aura une rédaction de cahier des charges. Là, j'ai indiqué une centrifugeuse avec un simulateur de tremblement de terre. Voilà, c'est la société Accutronic qui développe ce genre de produit, et le service réalisé en utilisation. Et évidemment, le simulateur de tremblement... Pardon, excusez-moi, c'est la société Actidine qui développe ce genre de produit. Et c'est intéressant parce que les résultats obtenus permettent d'être comparés à des résultats de simulation obtenus par calcul. Le problème, ça va être le contrôle de ces écarts, entre autres, c'est-à-dire on essaiera de mesurer l'écart numéro 1 entre le système souhaité et le système en utilisation par les services attendus et les services réalisés. Et puis l'écart numéro 2 entre les services réalisés et services simulés, et l'écart numéro 3 entre services simulés et services attendus, qui permet de prolonger vers les prévisions de performance de systèmes complexes. Un deuxième exemple, là c'est un positionneur d'antenne. Alors j'espère que ça va marcher. Pour voir comment ça fonctionne, un coup de clic, ça marche. Alors là, on voit l'antenne, effectivement, qui va pouvoir être mobile, chassée en quelque sorte, qui est à 2 degrés de liberté ici en translation. Et le positionneur d'antenne va normalement apparaître une fois que le système aura pris un peu de recul. Et là, on voit le positionneur d'antenne avec les degrés de liberté. Et donc là, on voit bien l'ensemble de toutes les mobilités qui permettent de lier le signal émis, le signal reçu, le signal transmis, etc., entre les 2 éléments. Des translations, bon, voilà. Donc tous les degrés de liberté possibles, pas possibles, qui sont sur le simulateur, qui sont sur le positionneur d'antenne, pardon, sur cette simulation. Voilà.
là, il faut faire... Non, ça. J'ai repositionné, je suis revenu à ma diapo. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, finalement, quand on est ingénieur, on a à gérer ce genre de problème. Malheureusement, quand on est prof de classe prépa, on n'a pas forcément à gérer ce genre de problème. Alors, qu'est-ce que nous à gérer? Bon, j'ai pris quelques exemples que certains connaissent, tout le monde connaît d'ailleurs. Une cordeuse de raquettes de tennis qui équipe nos laboratoires. Mais finalement, quand on passe de là à là, finalement, il y a que les dessins qui ont changé. Et la partie droite n'a absolument pas changé. C'est-à-dire qu'en fait... la mesure des écarts et le contrôle de ces écarts, c'est la même chose. Donc, à part une homothétie énergétique qui nous permet de faire diminuer les énergies mises en jeu, mais finalement, la démarche est assez similaire. Une autre façon de dessiner cette représentation, c'est de faire trois petits sommateurs, là, avec la mesure des écarts et les écarts par rapport au cahier des charges, modèle, essai, etc. Et là, j'aimerais juste montrer un petit peu comment l'activité pédagogique en classe, avec les étudiants, permet de recouper ce genre de problématiques. Ben voilà, hein, quand on essaye de vérifier les performances attendues d'un système complexe, on se promène dans cette ellipse-là. Et on met en jeu, on met en chantier une démarche qui est celle qui est indiquée là, la démarche association de l'ingénieur. Bon, je ne vais pas la détailler, je pense que les gens la connaissent, mais c'est toujours bien de ne pas se contenter du point numéro 4, par exemple. Donc, identifier l'objectif. Bon, quand on est en TP, c'est difficile de ne travailler qu'avec l'affichage de résultats. Il faut aussi produire le protocole expérimental, l'élaborer, identifier l'objectif et comparer le résultat avec les performances attendues. Si on prend cette ellipse-là, celle qui concerne les deux zones du dessous, c'est-à-dire l'écart numéro 2, eh bien là, c'est pareil. Il va falloir élaborer et ou justifier une modélisation, mettre en œuvre un solver, afficher le résultat, comparer le résultat avec les performances mesurées, valider ou recaler le modèle. Ça permet de construire et de préciser un modèle à partir d'expérimentation. Bon, petit clin d'œil à nos collègues de maths et physique. Finalement, les mathématiques, nous, on s'en servira principalement ici, quand on met en route le solver qui peut être à la fois numérique, manuel ou formel. Et les lois, pour nous, de la physique, normalement, interviennent à un moment où on effectue notre modélisation. Donc, nos collègues de maths et physique, pour nous, sont très précieux parce qu'ils nous apportent les outils nécessaires à la résolution de nos problèmes. Troisième ellipse, tout est symétrique. Prévision de performance du système à partir de modélisation. La démarche est identique. Il s'agit d'identifier l'objectif, élaborer une modélisation, la mettre en œuvre, afficher le résultat, comparer et prévoir. Alors, on peut rajouter comparer et prévoir les nouvelles performances du système. Pareil, les lois de la physique et des maths interviennent aux points 2 et 3. Je voudrais juste montrer un petit exemple de système qu'on est amené à utiliser, qu'en classe j'utilise et que d'autres utilisent. C'est une machine à draper, c'est la machine à draper de Forest Linné qui sert à déposer le matériau composite pour produire le tronçon 21 de la 380, entre autres. Donc c'est un robot dont la tête de drapage est matérialisée ici, et on voit qu'elle doit, avec son rouleau de dépose, déposer du matériau composite sur un outillage. Les couches de matériaux composites déposées dans toutes les directions, enfin dans un certain nombre de directions, vont être superposées sur à peu près 200 couches. Et ensuite, on passe à l'étuve, et ensuite, on polymérise la résine, et ensuite, on récupère la plaque en enlevant l'outillage. Ça doit se faire avec une application d'effort qui soit contrôlée. Donc, voilà la fonction FT221 à laquelle qu'on va demander de vérifier au